Mesdames, Messieurs, je suis ravi de l'occasion qui m'est donnée par Madame Albigès de pouvoir échapper au chômage technique auquel je suis réduit du fait de la fermeture depuis quelques jours, partielle, plus ou moins partielle, de la Sorbonne dont je vais vous parler. Je n'ai pas pu faire cours vendredi soir, l'amphi Guizot étant bouclé, et je n'ai pas non plus pu faire cours hier après-midi, l'amphi Michelet où j'officie généralement le lundi après-midi, étant également fermé, apparemment sur ordre du rectorat, par crainte d'une invasion de la Sorbonne par les étudiants. C'est dire que le sujet dont je vais vous parler, s'il n'est pas, on le verra pour le XIXe siècle, si la question ne s'est pas véritablement posée, ce sujet est finalement un sujet d'actualité, puisque la question de l'université, au sens large, de l'enseignement supérieur est une question lancinante, et à chaque fois que l'on veut dans ce pays réformer, c'est toujours difficile, compliqué et sujet à contestation. Alors on va le voir à partir de l'exemple du XIXe siècle. Je sais bien que la Sorbonne n'est pas fondée au XIXe siècle, je dirai un mot dans un instant, mais c'est véritablement au XIXe siècle, avec Napoléon d'une certaine manière, même si pour une fois Napoléon n'est pas non plus le fondateur de la Sorbonne, parce qu'à chaque fois que je viens faire une conférence quelque part pour parler de l'époque napoléonienne, je dis, bon, Napoléon a mis en place le Conseil d'État, les lycées, la Légion d'honneur, que sais-je encore, mais là, non. La Sorbonne n'a pas été fondée par Napoléon. En revanche, on va le voir dans un instant, l'époque napoléonienne est évidemment fondamentale pour comprendre la gestation ou la refondation de la Sorbonne au XIXe siècle. C'est en effet au XIXe siècle que l'on passe d'un établissement qui a vécu ses heures de gloire à l'époque médiévale et sous l'Ancien Régime, mais qui reste un établissement ambigu dans sa fondation, puisque la Sorbonne, avant la Révolution française, c'est d'abord un collège fondé par Robert de Sorbon en 1257, et dont on a célébré il y a quelque temps, 2 ans très précisément, les 750 ans, ce qui a valu la publication de cet ouvrage dirigé par Jean-Robert Pitt, ancien président de l'université Paris-Sorbonne, dont vous entendez peut-être parfois les commentaires sur les ondes à propos des conflits en cours. Donc ouvrage que vous pourrez vous procurer et dont je tire pour ma part l'essentiel de ce que je vais vous dire dans l'article que j'y ai consacré à propos du XIXe siècle. Donc cet ouvrage, vous pouvez le trouver notamment à la librairie des publications universitaires de Paris-Sorbonne, qui se trouve à la Maison de la Recherche. Je fais un peu de publicité, rue Danton, rue Serpente. Évidemment, il faut franchir le boulevard Saint-Michel et passer dans le 6e arrondissement. Mais enfin, rien n'est impossible. Et vérifier que la Maison de la Recherche soit ouverte, parce que là encore, depuis quelques jours, elle est fermée pour cause de grève. Donc il faudra peut-être patienter avant de lire les excellents articles de mes collègues sur la Sorbonne depuis l'époque du Moyen-Âge. Alors je le disais, la Sorbonne, c'est avant la Révolution française un collège, et en même temps par association et par une sorte d'osmose, également le nom qui désigne la faculté de théologie, ou plus exactement la faculté de théologie a pris l'habitude de se réunir dans les bâtiments de la Sorbonne, qui datent dans la configuration que l'on connaît au début du XIXe siècle, qui date de l'époque de Richelieu, puisque c'est Richelieu qui a souhaité refonder, rebâtir la Sorbonne, le collège de Sorbonne, à partir de 1635, l'ensemble étant achevé vers 1648. C'est donc cette Sorbonne datant de Richelieu, avec au centre, là nous sommes du côté de la cour, la chapelle où est enterré Richelieu lui-même, comme vous le savez, il l'est toujours, cette Sorbonne que vous retrouvez ici côté place, avec cette église qui a la caractéristique d'avoir finalement 2 ouvertures au monde, 2 façades, l'une vers la cour, c'est-à-dire vers le milieu intellectuel, vers les membres de la société de Sorbonne, l'autre vers la ville, vers la place. Donc. La Sorbonne donc disparaît, emportée
par la Révolution française et les derniers membres de la Société de Sorbonne quittent les lieux vers 1791. La Sorbonne cesse donc d'être un lieu d'enseignement pendant l'époque de la Révolution française et même, on va le voir, pendant l'époque du Consulat et de l'Empire, pour avoir d'autres attributions, alors qu'au même moment, l'enseignement en France, il faut le rappeler, est également complètement déstructuré, désorganisé. Pour faire vite, il est repris en main partiellement à travers notamment dans l'enseignement secondaire la création des écoles centrales, mais hormis la création de quelques grandes écoles, le terme est un peu impropre pour l'époque, notamment l'école polytechnique, l'école normale également créée en l'an 3, le muséum d'histoire naturelle, hormis ces établissements qui proposent une formation à l'enseignement supérieur, il n'y a quasiment plus rien jusqu'au moment où Napoléon vint. Et donc, nous allons évoquer la création ou la refondation de la Sorbonne en partant de l'époque napoléonienne. Et à partir de l'époque napoléonienne, nous ne parlerons pas, mais il faut en dessiner les prémices de la refondation de la Sorbonne, mais plus exactement de la refondation des facultés, puisque c'est ainsi que les choses vont se passer. Je ne vais pas faire planer un suspense plus long, mais il faudra attendre 1821 pour que les facultés recréées par Napoléon viennent à nouveau prendre place dans les bâtiments de la Sorbonne. Donc, Napoléon, à l'origine de la refondation des universités, Napoléon qui s'y prend en 2 temps. On l'oublie trop souvent, mais déjà à l'époque, lui que l'on dit apte à faire des réformes rapides, et c'est vrai qu'au cours du consulat, en 4 ans, il a multiplié les réformes, réformant l'administration, réformant la justice, les finances, que sais-je encore, mettant en place le code civil. Il y aurait beaucoup à dire sur l'œuvre de Napoléon. Eh bien, en matière d'éducation, est-ce déjà l'annonce de difficultés à venir? En matière d'éducation, Napoléon a du mal. Il a des difficultés à réformer l'enseignement. Il s'y prend au moins à 2 reprises. Je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas le lieu ici, mais je vous rappelle tout de même que sa première grande loi sur l'enseignement, c'est la loi du 1er mai 1802, connue pour être la loi portant création des lycées. Cette loi portant création des lycées est en fait une loi plus générale sur l'éducation en France qui sépare 3 niveaux d'études. Le niveau primaire confié aux municipalités, aux communes. Le niveau secondaire qui est partagé entre les municipalités qui vont mettre en place des écoles secondaires, qu'on appellera à partir de 1808 des collèges, et l'État qui prend en charge ces établissements qui prennent le nom de lycées. Il y en aura 45 dans la France de l'époque qui compte, je vous le rappelle, environ une centaine de départements, puisqu'elle a annexé les départements belges et rhénans notamment. Reste l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur qui, en 1802, fait l'objet uniquement de création de ce que l'on appelle des écoles spéciales. Il faut en effet, à ce moment-là, permettre la formation de professionnels dans des domaines où on n'admet pas l'amateurisme, où on n'admet pas que l'on puisse faire appel à des non-professionnels. Ces domaines, ce sont la médecine. Je rappelle ici qu'entre la fin de l'Ancien Régime et 1802, il y a un grand flou dans la formation des médecins et certains se sont proclamés tels qui ne l'étaient pas, ce qui, vous l'imaginez, a pu poser quelques difficultés. De la même façon pour la pharmacie et enfin pour le droit, secteur formation particulièrement importante pour une société qui est largement fondée sur ses études juridiques. La plupart des élites du XIXe siècle, pas seulement de l'époque napoléonienne, la plupart de ces élites sont formées, reçoivent une formation juridique. S'y ajoute en 1802, vous la connaissez bien, une école très particulière qui est l'école spéciale militaire, formant des officiers. Nous sommes
dans une France largement tournée vers l'effort militaire, même si en 1802 la paix vient d'être conclue avec l'Angleterre, mais c'est une paix de courte durée, une France tournée vers l'effort militaire, et donc la formation des officiers apparaît comme une priorité. Pour le reste, rien n'est prévu, rien n'est envisagé, et hormis les domaines que je viens d'évoquer, il n'y a pas de formation particulière à ce que l'on appellerait aujourd'hui l'enseignement supérieur. Il faut attendre 1806 et une loi du 10 mai de cette année-là pour que soit refondé ce que l'on va désigner à partir de 1806 sous le nom générique d'université avec un U majuscule. L'université, je passe sur les détails puisque ce n'est pas ici mon propos principal, l'université est conçue par Napoléon et par ses principaux collaborateurs, notamment le chimiste Fourcroy. L'université est conçue comme une corporation. Une corporation, c'est-à-dire que l'université doit réunir l'ensemble des membres du corps enseignant. On est de l'université parce que l'on est gradué de l'université, parce que l'on a pris ses grades dans ce qui va devenir une faculté. 10 mai 1806, je me souviens avoir, dans des conditions un peu similaires à celles d'aujourd'hui, fait une conférence sur le bicentenaire de l'université en 2006. À l'époque, ce n'était pas la LRU, la loi sur l'autonomie des universités, qui mobilisait les étudiants, c'était le CPE. Chaque année, voit son cortège de grève et de blocage de la Sorbonne. J'avais dû, par crainte de ne pouvoir faire cette conférence à la Sorbonne, la déplacer à la faculté de médecine de Paris 5, ce qui est un lieu tout à fait honorable également. 1806, donc fondation de l'université. Les grandes lignes sont fixées, mais il faut attendre le mois de mars 1808 pour que les décrets soient pris. Ce sont les fameux décrets du 17 mars 1808 qui sont variés et qui introduisent, qui construisent le système éducatif tel qu'on le connaît tout au long du XIXe siècle. Je vous en rappelle un certain nombre d'éléments. Pour ce qui nous concerne, bien sûr, ces décrets portent création de 5 ordres de facultés. Nous y reviendrons dans un instant, mais c'est aussi à travers ces décrets que sont créés les recteurs, placés à la tête des académies qui, dans un système centralisé, vont incarner l'État enseignant dans la France napoléonienne. Ce sont ces décrets qui créent également toute l'organisation de l'université placée sous l'égide d'un grand maître de l'université, en la personne ici de Louis Fontane, qui vient du milieu néo-monarchiste, qui est par ailleurs président du corps législatif, donc qui est une personnalité de tout premier plan. Ce sont aussi les décrets de 1808 qui créent le baccalauréat qui est conçu dès 1808, et c'est important pour notre propos, qui est conçu comme le premier grade des facultés, le premier grade de l'enseignement supérieur, ce qu'il est, vous le savez toujours, puisqu'aujourd'hui encore, le baccalauréat est délivré par les universités, par les facultés. C'est toujours en principe un professeur d'université qui préside les jurys de baccalauréat, même si dans la pratique, cet examen est passé devant des professeurs de lycée. C'était d'ailleurs partiellement vrai déjà au XIXe siècle. Mais revenons à l'essentiel de notre propos, c'est-à-dire cette création des facultés. Les décrets de 1808 créent, je le disais, 5 ordres de facultés. Les facultés de droit qui se substituent aux écoles spéciales de droit, les facultés de médecine qui se substituent aux écoles de médecine, et par ailleurs, 3 facultés qui n'existaient pas préalablement, les facultés des lettres, les facultés des sciences et les facultés de théologie. Alors, on voit déjà se dessiner à travers ce triptyque la conception qui est celle de Napoléon en 1808, et ça n'était pas du tout le cas en 1802. En 1802, quand on crée les lycées, il n'est même pas question de la religion, ni dans les programmes, ni même dans les bâtiments, puisqu'il faudra attendre 1803 pour qu'apparaisse l'aumônier de lycée. Mais en 1808, les choses ont évolué. Napoléon s'est fait sacrer à Notre-Dame par Pie VII. Il a, davantage encore qu'au début de son règne,
pris conscience de l'importance de la religion comme garant de l'ordre social, et il tient absolument à cette restitution d'un enseignement supérieur fondé sur trois piliers, en quelque sorte, les sciences, les lettres, la théologie. Ces trois facultés ne forment pas à l'époque ce que l'on va appeler par la suite des universités. Elles sont autonomes les unes par rapport aux autres, elles ne sont pas nécessaires dans une même vie. Cette division, par ailleurs, il faut le noter, est une première entre sciences et lettres. Jusqu'à 1789, jusqu'à la Révolution française, en effet, la formation était commune, ce que l'on appelait la formation dans les facultés des arts était commune. On s'initiait à ce qu'on appelle le trivium puis le quadrivium, c'est-à-dire qui mêlait à la fois des matières littéraires et des matières scientifiques. Ce mélange disparaît au XIXe siècle, puisque désormais il y aura soit un enseignement de lettres, soit un enseignement de sciences. Fontane, que l'on voit à l'image, est donc le premier grand maître de l'université. Il a la haute main sur l'ensemble du secteur éducatif en France, dans la France napoléonienne, et c'est lui qui met en place les premières facultés, et en particulier, je vais quand même y arriver, les facultés de Paris, facultés de lettres, de sciences et de théologie. Je ne reparle pas ici, puisque de toute manière, elles n'interviendront pas, elles ne prendront pas place dans la Sorbonne. Je ne parle pas des facultés de droit et de médecine qui finalement prolongent les expériences antérieures. C'est lui qui va nommer les premiers professeurs en 1809, à partir de 1809-1810, premiers professeurs qui sont nommés donc par le grand maître de l'université, puis par la suite, c'est par la cooptation, système que l'on connaît encore aujourd'hui, que les professeurs se recruteront, c'est-à-dire que les professeurs en place éliront leurs collègues au fur et à mesure qu'il y aura des vacances de poste. Alors, les premières nominations sont toutefois très politiques, on le voit, puisque l'un des premiers professeurs nommés est Emmanuel de Pastoré, qui avait été président de l'Assemblée législative à l'époque de la Révolution, membre du Conseil des 500. Il appartient, comme Fontane, et c'est assez caractéristique, à ce milieu des néo-monarchistes, auquel appartient également Chateaubriand, milieu des néo-monarchistes qui reviennent en force sur le devant de la scène, justement à l'occasion de la fondation de l'université. Il est doyen, donc professeur de philosophie, doyen de la faculté des lettres, mais il reste peu, puisque l'année suivante, il est envoyé au Sénat. Il est alors remplacé, sur sa recommandation, par un homme qui va jouer un rôle très important dans les premières années de la faculté des lettres de Paris, Pierre-Paul Royer-Collard, qui est également un philosophe, qui est également un néo-monarchiste. Il a été député à l'époque du Directoire, il a été fructidorisé, c'est-à-dire victime du coup d'État anti-royaliste de Fructidor en 5, septembre 1797, et il est aussi un de ceux qui vont jouer un rôle très important, on va y revenir, à l'époque de la Restauration. Il anime finalement le courant libéral doctrinaire à l'époque de la Révolution. Donc, première pierre, si je puis dire, à travers la nomination de ces premiers professeurs, mais se pose le problème, en 1809, où va-t-on installer les nouvelles facultés, et en particulier les facultés parisiennes. Les décrets du 17 mars 1808 précisaient que les facultés de lettres seraient placées auprès du lycée du chef-lieu d'académie. À Paris, où il existait 4 lycées, les 2 facultés de lettres et de sciences, comme d'ailleurs la faculté de théologie, s'installent à proximité du lycée Louis-le-Grand, dans les bâtiments de l'ancien collège du Plessis, où s'implante pour un temps également, il faut le souligner, la toute jeune école normale, qu'on n'appelle pas encore normale supérieure, qui a été fondée une première fois en l'an 3, recréée par les décrets de mars 1808 et qui entre en fonction à partir de 1810. L'école normale, qui, rappelons-le,
a pour vocation à l'époque de former les professeurs des lycées et dont la structure, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, des évolutions, mais là sur ce point il y a des constantes, les élèves de l'école normale sont censés suivre les cours des facultés de lettres et de sciences et recevoir par ailleurs un soutien dans le cadre de la formation propre de l'école. Il faudra attendre, je l'ai dit tout à l'heure, 1821 pour que ces facultés regagnent s'installent plus exactement, parce qu'elles n'y étaient pas auparavant, s'installent dans les bâtiments de l'ancienne Sorbonne, qui avait été, je l'ai dit, abandonnée en 1791, et qui, après avoir connu une période de ruine, enfin de délabrement sous la Révolution, ont été restaurées à partir de 1800 et ont été affectées en 1802 aux artistes sous le nom de Musée des Arts. La Sorbonne accueille ainsi des centaines, en 20 ans, parce que jusqu'en 21, des centaines de familles, de sculpteurs, de peintres, de graveurs, mais également des hommes de lettres, à l'instar de Bernardin de Saint-Pierre, qui vit à l'époque dans les murs de la Sorbonne. Il y a 45 logements et ateliers qui sont ainsi proposés aux artistes. On peut y voir, par exemple, l'atelier à proximité, l'atelier de David. Dès 1813, donc à la fin de l'Empire, le cardinal Maury, qui est l'archevêque de la ville, du diocèse, archevêque non reconnu par le pape, le cardinal Maury avait proposé à Napoléon de rendre la Sorbonne à la théologie. Je l'ai dit, il y avait eu création d'une faculté de théologie. Il voulait y installer aussi un des séminaires métropolitains, qui était un des projets lancés à ce moment-là. Je le cite, « La réputation de la Sorbonne est un héritage de gloire que le clergé français doit recouvrer pour l'intérêt même du gouvernement. C'est un monument historique, poursuit Maury, c'est la première école de la France, et l'on peut même dire de toute l'Église catholique pour la théologie. Et cette école si recommandable serait anéantie si l'on différait plus longtemps de la rétablir. » Autrement dit, le cardinal Maury suggère d'installer, non pas toutes les facultés, mais au moins la faculté de théologie dans les murs de la Sorbonne. Le projet est sans suite, évidemment, en 1813. Napoléon, c'est en plus en novembre 1813, Napoléon a d'autres soucis, d'autres chats à fouetter, et en particulier les coalisés à ramener à la raison, et au moins à la frontière, et donc il ne se préoccupe plus guère des facultés. Dans le même temps, les locaux du collège du Plessis apparaissent inadaptés à l'accueil des facultés, trop petits, et on a donc lancé dès 1809 un projet pour les facultés de lettres et de sciences. Ce projet va déboucher sur un programme qui s'intitule, projet qui prend le nom de Palais de l'Université impériale, ou projet qui aurait déplacé le centre de gravité des facultés de la montagne Sainte-Geneviève vers la plaine de Chaillot, puisque c'est en effet dans ces nouveaux quartiers de l'ouest parisien que l'on envisageait d'installer ce palais de l'université impériale qui aurait regroupé à la fois les facultés académiques, mais aussi l'école normale, l'académie des beaux-arts, une maison des émérites, et enfin les services académiques, c'est-à-dire tout le service de ce qui est à l'époque les services du grand maître de l'université. Je n'ai pas précisé que Paris a un statut très particulier à partir de 1808, puisque le grand maître de l'université est également le recteur de Paris. Ce projet, lui non plus, ne voit pas le jour, et on en reste là donc à la fin de l'Empire. Intervient une deuxième étape dans l'histoire des facultés parisiennes, c'est leur aménagement précisément dans les locaux de la Sorbonne. L'organisation de l'université telle qu'elle avait été conçue par Napoléon en 1808 est préservée par la Restauration. Ce n'est pas le seul cas où les institutions napoléoniennes survivent à leurs fondateurs. On en a encore un exemple
avec néanmoins quelques différences, puisque le grand maître de l'université est supprimé au profit d'un président, enfin d'une commission d'instruction publique qui est présidée précisément par un des hommes que j'ai évoqué à l'instant, Royer-Collard, professeur de philosophie à la Sorbonne. La Sorbonne connaît donc une nouvelle vie à partir de 1820, dans le contexte, il faut le noter, du tournant ultra de la Restauration qui suit l'assassinat du duc de Berry en février 1820. C'est à ce moment-là que, d'une part, le gouvernement va reprendre en main l'enseignement dans la faculté, notamment dans la faculté des lettres, et c'est aussi à ce moment-là que le duc de Richelieu, qui est alors chef du gouvernement, décide de restaurer l'antique Sorbonne, symbole de la théologie française, la Sorbonne refondée par un de ses aïeux. Il décide donc de la restaurer, non pas simplement en y implantant la faculté de théologie, mais en y implantant les trois facultés des sciences, des lettres et de théologie, mais de théologie aussi, et c'est un signe important dans un moment, donc la restauration ultra des années 1820, 1800 et suivantes, dans un moment où se renforce l'alliance du trône et de l'autel, dans un moment aussi où sur le plan de l'enseignement secondaire, on va nommer de plus en plus d'ecclésiastiques comme proviseurs ou comme professeurs de philosophie. Autrement dit, cette décision, elle apparaît comme une manière, même si ça ne s'avérera pas dans les faits, comme une manière de placer les facultés sous le contrôle de la théologie, de restituer en quelque sorte la théologie comme la plus haute des disciplines, comme la mère des sciences. La Sorbonne est donc attribuée à nouveau aux facultés en janvier 1821. Elle devient aussi, ce qu'elle est toujours, le siège de l'administration académique. S'y installe donc le recteur de l'Académie de Paris, puisque désormais il y a un recteur en la personne de l'abbé Nicole. Peu de temps après, Monseigneur de Frayssinous, premier aumônier du roi, devient grand maître de l'université, le titre est restauré, et en 1824, il est également nommé, le même Frayssinous, ministre des Affaires ecclésiastiques, c'est-à-dire qu'il cumule sur sa tête les deux fonctions il est chargé à la fois des cultes et de l'éducation dans le pays, ce qui manifeste encore un peu plus le lien étroit qui se noue entre l'Église et l'État, entre le trône et l'autel. Contrôle renforcé donc et volonté de mise sous tutelle des facultés dans les années 20, cela se traduit aussi par l'interdiction, la suspension de cours, en particulier les cours de deux des figures de la faculté des lettres de cette époque, le cours de François Guizot, je vais y revenir, cours d'histoire d'une part, et le cours de philosophie de Victor Cousin, qui est pris un peu plus tardivement ici par Nadar. Victor Cousin et François Guizot, qui apparaissent dans les années 20 comme des symboles du libéralisme, comme des adversaires des ultras. Selon le plan tel qu'il se dessine, et tel qu'on le voit apparaître au début des années 20, il est clair que la théologie aurait dû être, je le disais, la mère des sciences. Elle aurait dû régner en maîtresse sur la Sorbonne, mais elle souffrait depuis ses origines d'un défaut de constitution, à savoir la non-reconnaissance des grades en théologie par les autorités romaines qui ne considéraient pas donc le doctorat ou même la licence en théologie comme valide. Ce qui avait dissuadé de plus en plus les étudiants ecclésiastiques de s'y inscrire. Si bien que dans les années 20, il n'y a pratiquement pas d'inscrits dans cette faculté de théologie qui ne recrute non plus guère de professeurs, et elle va aller en déclinant, elle périclite. Il faudra attendre
les années du Second Empire, et notamment 1853, pour que l'effort énergique de l'archevêque de Paris de l'époque, Monseigneur Ciboure, relance la faculté de théologie. Ciboure y nomme un personnage qui jouera un rôle très important sous le Second Empire, qui est l'abbé Maret, qui devient qui était doyen de la faculté de théologie, et qui reprend en main cette faculté, qui va s'illustrer sous le Second Empire, mais dans les décennies que j'évoque en ce moment, cette faculté de théologie n'a plus guère d'importance. En revanche, et c'est un fait tout à fait caractéristique, je parlerai peu de la faculté des sciences parce qu'elle reçoit très peu d'étudiants dans la première moitié du XIXe siècle et joue un rôle très faible. En revanche, la faculté des lettres va s'imposer comme une institution tout à fait importante dans le paysage académique et je dirais le paysage politique. Alors, n'exagérons pas les choses et relativisons ce que pouvait représenter la faculté des lettres avec ses 8 professeurs. Il y en aura une centaine à la fin, pour l'ensemble des facultés, à la fin du XIXe siècle. Une université comme Paris 4, Paris-Sorbonne, aujourd'hui, compte plus de 250 professeurs. Davantage encore de maîtres de conférences, ça vous permet de relativiser et de voir les différences. Et Paris-Sorbonne n'est pas l'unique université ou faculté sur Paris. 8 professeurs qui donnent 2 heures de cours par semaine, ce qui, là encore, nous rappelle que les propos et les projets sur l'aménagement des temps horaires des professeurs renvoient aussi à des réalités différentes à d'autres siècles. Alors je vais vous donner quelques exemples pour essayer d'entrer dans cette faculté et de faire vivre un peu cette communauté enseignante. La rentrée a lieu le 24 novembre en 1824, prenons cette année. Les auditeurs ont le choix, le programme leur est offert, les cours sont libres d'accès et l'on fait son choix entre les différents cours que l'on souhaite suivre. Je dirai pourquoi dans un instant. Ils peuvent se diriger par exemple vers le cours de littérature grecque, dispensé par Jean-François Boissonnade, qui était professeur depuis 1813, et qui professe les mercredis et vendredis à 13h, à 1h. Les cours d'éloquence latine sont pour leur part assurés les mercredis et vendredis à 10h du matin, donc ils durent 1h chacun, par Victor Leclerc, qui vient, lui, d'être élu professeur. Nicolas Lemaire enseigne la poésie latine les jeudis et samedis à 2h30. Il est professeur depuis 1810. François Villemain est alors l'un des professeurs les plus renommés de la faculté des lettres. Il sera ensuite ministre, j'y reviendrai. Il dispense le lundi, à 1h, son cours d'éloquence française, mais il n'en dispense qu'un parce qu'il est suppléé. Les professeurs pouvaient avoir des suppléants. Il est suppléé pour son second cours. Jean-Louis Laya est professeur d'histoire littéraire et de poésie française. Il professe les mardis et samedis. Enfin, 3 professeurs se partagent en principe les cours de philosophie. Laromiguière, titulaire de la chaire de philosophie. Million, professeur d'histoire de la philosophie ancienne. Et surtout, Victor Cousin, théoriquement, parce qu'on l'a dit il y a un instant, son cours est a été suspendu par le régime. Il en est de même en histoire, où 2 professeurs tiennent les chaires d'histoire. Lacretel, titulaire de la chaire d'histoire ancienne, et Guizot, titulaire de la chaire d'histoire moderne, dont le cours, je l'ai dit également, est suspendu. Alors, on le voit, cette faculté des lettres a réussi finalement à se doter d'un corps professoral assez divers, dont émergent un certain nombre de figures, en particulier ces libéraux que j'ai déjà évoqués, Guizot, Victor Cousin, Villemain. Guizot et Victor Cousin retrouvent leur chaire en 1828 et on voit à travers l'histoire de la faculté de la Sorbonne, finalement, se reproduire les méandres, les aléas de la vie politique de la Restauration. 1828 a été marqué par la chute de Villèle
par l'arrivée au pouvoir du gouvernement Martignac, ce sera l'époque des ordonnances contre les jésuites de 1828, c'est aussi l'époque de la réouverture des cours qui avaient été fermés. Et Guizot, qui reprend ses cours, écrit alors, je cite, « Je garde de la Sorbonne où je rentrais alors et de l'enseignement que j'y donnais pendant 2 ans un profond souvenir. C'est une époque dans ma vie et peut-être, m'est-il permis de dire, un moment d'influence dans mon pays. Plus soigneusement encore qu'en 1821, je tins mon cours en dehors de toute politique. Non seulement je ne voulais faire au ministère Martignac aucune opposition, mais je me serais fait scrupule de lui causer le moindre embarras. » Rappelons qu'à ce moment-là, Guizot est un des animateurs de l'opposition libérale, un des animateurs de l'association « Aide-toi, le ciel t'aidera », et qu'en 1830, c'est pourquoi il fait allusion à ces 2 années d'enseignement, en 1830, il quittera l'enseignement, mais pas sa chaire, pour entamer une carrière politique ministérielle qui le conduira jusqu'en 1848 et jusqu'à la Révolution de février qui le balayera du pouvoir. La Sorbonne redevient donc, à partir de 1828, un foyer libéral avec Villemain, avec Cousin, comme on le voit. Et de ce fait, la Sorbonne joue aussi un rôle essentiel, je l'ai esquissé il y a un instant, à l'époque de la Révolution de 1830, largement animée par les étudiants parisiens qui montent sur les barricades, et derrière eux, par des professeurs qui, certes, ne vont pas faire le coup de poing ou lancer des pavés sur les forces de l'ordre, mais sont en arrière-plan, prêts à prendre leur part des responsabilités et leur part de pouvoir. De fait, les 3 hommes que j'ai évoqués à l'instant, Guizot, Villemain et Cousin, vont tous les 3 devenir ministres et ministres de l'instruction publique à l'époque de la monarchie de Juillet, ce qui illustre l'influence que la Sorbonne peut alors avoir. Mais en même temps, ce départ des professeurs vers le monde politique a aussi des conséquences et se traduit par une perte relative de prestige de la part de la Sorbonne. Certes, Guizot est remplacé à la chaire d'histoire moderne par Jules Michelet, qui est un historien qui commence à se faire connaître, mais Michelet ne s'attarde pas à la Sorbonne, il préfère le Collège de France. C'est le cas aussi d'Edgar Quinet, qui à la même époque est élu au Collège de France. En revanche, la faculté des lettres crée une nouvelle chaire en octobre 1830, consacrée aux littératures étrangères. Son premier titulaire, Claude Fauriel, au parcours complexe, il a travaillé aux côtés de Fouché au ministère de la Police sous le consulat, est élu donc en 1830. Il sera remplacé en 1839 par un personnage que l'on voit apparaître. Il est encore très jeune, il a en effet 26 ans. Il s'agit de Frédéric Ozanam, qui est élu donc à la chaire de littérature étrangère en 1839, ce qui marque un renouvellement du corps professoral parisien. Pendant les années de la monarchie de Juillet, la cohabitation se poursuit naturellement avec la faculté des sciences, dont le doyen est Jean-Baptiste Dumas. Jean-Baptiste Dumas qui se plaint amèrement de l'absence de laboratoire. C'est un des grands problèmes qui se retrouvera également à l'époque du Second Empire, ce qui empêche les scientifiques, les savants, professeurs de la faculté des sciences, de pouvoir rivaliser avec leurs confrères allemands. Le débat sur la science allemande commence à naître. Il est vrai aussi, à la décharge des autorités académiques, que la recherche française se fait en d'autres lieux que dans les facultés, en particulier à l'école polytechnique ou à l'école normale. Des projets d'agrandissement voient le jour également à l'époque de la monarchie de Juillet, mais la révolution de 1848 y met un terme. Elle chasse du pouvoir, on l'a dit, François Guizot, qui abandonne sa chaire à partir de 1849, et il sera remplacé, je ne résiste pas au plaisir de vous donner le nom de son successeur, il sera remplacé en 1849 par Henri Vallon, professeur d'histoire, surtout connu comme étant l'un des pères fondateurs de la République, puisque c'est le fameux amendement Vallon qui, en 1875, permettra à la République d'être inscrite dans les lois constitutionnelles.
La révolution de 1848 voit aussi s'affirmer sur le plan politique la personnalité de Frédéric Ozanam, qui se lance dans l'action, fonde avec l'abbé Maret, qui est professeur à la faculté de théologie, et avec le père Lacordaire, le journal L'Ère Nouvelle, expression d'un courant démocrate chrétien qui entend aller vers le peuple, aller au peuple. Il met aussi en place, à l'époque, en 1848, un cours ou des cours pour les ouvriers, dans un souci de démocratiser l'enseignement. L'expérience est de courte durée, mais méritait d'être soulignée. La Seconde République laisse place au Second Empire, sans que la faculté des lettres, notamment, abandonne ses traditions libérales. Au lendemain du coup d'État du 2 décembre, Villemain et Victor Cousin sont mis à la retraite pour avoir refusé de prêter serment au nouveau régime. Pourtant, Victor Cousin ne peut pas être considéré comme un adversaire du régime napoléonien. Il va finalement au contraire s'en rapprocher. Pour les mêmes raisons, Jules Simon, qui professait la philosophie, doit cesser ses enseignements. Jules Simon, c'est le futur ministre de Thiers au début de la Troisième République. Les débuts du Second Empire sont également marqués par une série de réformes lancées par le ministre de l'Instruction publique, Fortoul, lui-même professeur d'université, mais professeur qui n'avait jamais réussi à conquérir un poste en Sorbonne, et qui veut alors réformer l'enseignement supérieur en introduisant le principe de la nomination des professeurs par le chef de l'État. Vous le voyez, là encore, les réformes dans les modalités des carrières des professeurs ne datent pas d'aujourd'hui. Il voulait aussi favoriser la mobilité afin de lutter contre le trop grand nombre de suppléances. Je l'ai un peu évoqué, un peu esquissé. Un professeur en titre pouvait fort bien se faire remplacer, tout en continuant à toucher l'essentiel de la grande majorité de son traitement, se faire remplacer par un chargé d'enseignement qui espérait bien ainsi pouvoir avoir un pied à l'étrier et lui succéder un jour. Guizot a été suppléé, par exemple, entre 1830 et 1849 par un autre enseignant. Et Fortoul a ce mot qui dépeint bien le milieu et l'organisation du système universitaire au XIXe siècle. Je le cite, « Une chaire d'enseignement n'est pas un fief, d'où le savant qui l'a une fois obtenu puisse braver impunément la puissance publique. » Autrement dit, il faut laisser la place si l'on veut faire autre chose. Il ne parviendra pas, ça ne vous étonnera pas, à la réforme qu'il envisageait et les modes de désignation des professeurs resteront ce qu'ils étaient, c'est-à-dire la cooptation. De même, Fortoul a voulu renforcer les facultés des lettres en obligeant les étudiants en droit à en suivre les cours, là encore avec un succès mitigé. Fortoul est enfin à l'origine de projets de reconstruction de la Sorbonne, projet confié à l'architecte de l'université Vaudoyer, projet qui s'inscrit, comme vous l'imaginez, dans le programme général d'osmanisation de la capitale et dans le réaménagement urbain du quartier latin, mais projet qui tourne court et qui ne verra pas le jour. Il faudra attendre, malgré la pose de la première pierre de la nouvelle Sorbonne en 1855, il faudra attendre la Troisième République pour que finalement ce projet, enfin d'autres projets, aboutissent. Alors, après avoir décrit finalement le parcours de cette Sorbonne au cours des deux premiers tiers ou des trois premiers quarts du XIXe siècle, et avant d'en venir à l'évolution qui a marqué la Troisième République, je voudrais m'arrêter un instant sur le public étudiant qui, évidemment, mérite d'être évoqué. Les étudiants dans la Sorbonne du premier XIXe siècle sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux parce que l'organisation des études n'est pas faite pour encourager les études de sciences ou de lettres dans les facultés. Si vous voulez faire des sciences, vous allez vers une école, vers une grande école en particulier, vous n'allez guère à la faculté. Alors il faut bien sûr se méfier des chiffres d'inscrits qui ne disent pas la globalité du phénomène, mais enfin ils sont significatifs. En 1814, par exemple, il n'y a que 70 étudiants inscrits à la faculté des lettres de Paris.
parmi lesquels une trentaine de normaliens, 21 normaliens de l'école normale qui s'est alors installée rue des Postes dans l'ancien séminaire du Saint-Esprit. Le public est peu nombreux et on le voit très bien à lire les propos de François Guizot, qui est nommé professeur d'histoire moderne en 1812. Alors là, on est encore dans la période antérieure à l'installation en Sorbonne. J'ouvris mon cours au collège du Plessis, raconte-t-il, en présence des élèves de l'école normale et d'un public peu nombreux, mais avide d'études, de mouvements intellectuels, et pour qui l'histoire moderne, même remontant à ses plus lointaines sources, aux barbares conquérants de l'Empire romain, semblait avoir un intérêt pressant et presque contemporain. Il parle à la fin de l'Empire. On le voit, on se rassure comme on peut, et quand on a un public peu nombreux, on le dit de qualité. Il peut l'être aussi, et je le sais ce soir, quand il est nombreux. 8 ans plus tard, à la rentrée de 1820, lorsque Guizot reprend son cours après un intermède politique, il peut faire le même constat quant à la fréquentation de la faculté. Le public qui suivait alors mon cours était bien moins nombreux et moins varié qu'il ne le fut quelques années plus tard. Il se composait surtout de jeunes gens, élèves des diverses écoles savantes, et de quelques groupes de curieux, amateurs de grandes études historiques. Toutefois, les effectifs s'accroissent dans les années suivantes, surtout après 1820. Il est vrai qu'une ordonnance du 5 juillet 1820 a rappelé l'obligation d'être titulaire du baccalauréat ès-lettres pour s'inscrire en faculté. C'est bien la moindre des choses, mais ça n'était pas apparemment très clair, et certains pouvaient s'inscrire sans être bachelier. Or, comme pour s'inscrire en droit, il faut être bachelier ès-lettres, cela suppose qu'il faut passer devant la faculté des lettres avant de s'inscrire en faculté de droit. Alors ces inscriptions ne signifient pas nécessairement, il y a 1 millier d'inscrits, que tous les élèves suivent les cours de la faculté. Au total, le chiffre des inscrits oscille entre 1000 à 1500 étudiants par an dans les années de la Restauration, 2000 à l'époque de la monarchie de Juillet, on atteindra 3000 à la fin du XIXe siècle pour la faculté des lettres, encore moins pour la faculté des sciences. Vous le voyez, c'est un public extrêmement restreint, en tout cas un public officiel d'élèves, car à côté des étudiants classiques, je dirais, qui sont tous dans la première partie du siècle, qui sont tous des hommes, à côté de ce public étudiant, il y a un public plus mondain qui vient assister aux cours, comme on assiste à des conférences, qui se passionne pour les cours notamment de Victor Cousin, ou pour le cours de Villemain, que j'évoquais tout à l'heure. Alors il est vrai que l'installation dans les locaux de l'ancienne Sorbonne aussi a offert un peu plus d'espace aux auditeurs, des amphithéâtres, qui permet donc à davantage de gens de venir écouter les cours. Je cite et je relate un épisode qui est raconté par François Villemain. Dans ses souvenirs, il raconte l'arrivée en 1825 dans son cours du général Foy, qui est une des figures de l'opposition libérale à l'époque. Il venait, écrit-il, assister aux cours vulgairement appelés d'éloquence sacrée, qui se faisaient dès lors à la Sorbonne et qui attiraient une grande affluence, surtout pendant l'interruption temporaire d'un célèbre enseignement de philosophie ancienne que récemment, pour plus de sûreté, on a supprimé tout à fait. Il s'agit de l'enseignement de Cousin. La leçon commençait à peine dans cet amphithéâtre du concours général dont les 2 grandes tribunes étaient ouvertes et remplies jusqu'au faîte comme la salle. Soudainement, un immense cri, répété coup sur coup, place au général Foy, vive le général Foy. La foule debout dans les corridors se presse et se resserre, la foule assise se lève pour saluer, et entre 2 rangs épais qui se fendent à grand-peine, portés, soutenus sur les bras, le général Foy arrive dans l'hémicycle et est déposé sur le banc d'honneur, à la place où siège à certains jours solennels monsieur le préfet de la Seine, tout cela au milieu d'un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations.
Heureusement, pour le professeur, tous les cours n'étaient pas à cette aune, mais on le voit, il y a quelques événements ainsi, et certains cours, ceux des figures les plus célèbres que j'ai évoqués, qui sont suivis par des centaines, des dizaines de personnes, parfois des centaines de personnes. Ce n'est pas le cas de tous les cours de poésie latine ou de vers grec, qui, eux, dit-on, sont davantage négligés. Alors, que viennent faire à la faculté, notamment des lettres, ces étudiants que j'ai décrits, notamment les étudiants classiques? Eh bien, ils viennent essayer de prendre leur grade. Le baccalauréat d'abord, puis ensuite la licence. Et pour ce faire, ils doivent suivre une palette de cours, puisque la licence ès-lettres au XIXe siècle, jusqu'aux années 1880, est une licence qui est non spécialisée. C'est-à-dire que l'on doit à la fois composer en lettres, en histoire, etc. Je vais vous citer un exemple pour bien me faire comprendre. En 1835, Frédéric Ozanam, qui a fait des études de droit, mais entame aussi un parcours en lettres, Frédéric Ozanam, donc étudiant à Paris, se décide à passer sa licence et écrit, je le cite, « Je me suis mis dans l'esprit de réduire à sa plus simple expression, à son expression la plus positive, ce que j'avais appris de littérature pendant mes 3 ans de séjour à Paris, de faire passer, s'il était possible, ma science en parchemin et de prendre le grade de licencié ès-lettres. Or, l'université, ajoute-t-il, perfide, a imaginé d'environner ce grade des plus singulières formalités. Premièrement, 4 compositions, dissertation latine, composition française, vers latin, thème grec. Deuxièmement, examen oral, où après avoir expliqué un peu de grec à livre ouvert, on est interrogé sur la géographie, la philosophie, toute l'histoire littéraire de la Grèce, de Rome et de la France. Il a fallu me remettre à tout cela, revoir d'un bout à l'autre mon Burnouf et me convaincre que j'avais jamais su mon grec. Il a fallu repasser une foule d'auteurs et ensuite toute l'histoire dont plusieurs parties m'étaient passablement étrangères. Ces travaux m'ont occupé un grand mois, au bout duquel j'ai obtenu ce bienheureux diplôme de licencié qui me servira de marchepied, j'espère, pour me faire recevoir docteur l'an prochain. Alors je serai, s'il plaît à Dieu, docteur en droit et docteur ès-lettres, ce qui ne fera pas bouillir la marmite plus que si je ne l'étais pas. » Vous le voyez à travers ce témoignage, c'est cette diversité, cette culture générale finalement qui est demandée aux licenciés ès-lettres au XIXe siècle, et je le disais, ce ne sera que plus tardivement que seront introduites les spécialisations. Quelques mots pour finir sur l'évolution de la faculté. Cette faculté des lettres qui, à partir de 1870, faculté des lettres et faculté des sciences, qui à partir de 1870 sont très marquées par le traumatisme qu'a représenté la défaite de Sedan. On a beaucoup dit à l'époque que le responsable de la défaite allemande, c'était l'instituteur prussien. Certains ont aussi avancé que la défaite était celle de la science française, battue par la science allemande. C'est donc à partir de la Troisième République et dans le contexte des réformes scolaires qui vont marquer ce nouveau régime que la Sorbonne subit également ces transformations. Il faut ajouter un autre élément de contexte qui n'est pas négligeable, c'est le vote en 1875 de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur qui va permettre l'ouverture de nouveaux établissements, universités catholiques, bientôt dénommées instituts catholiques, et en particulier une université catholique à Paris. Les facultés ont donc désormais des concurrentes et il leur faut s'adapter. Alors parmi les réformes qui vont marquer les premières années de la Troisième République, il y a d'abord une réforme qui est tout à fait considérable, c'est une réforme des structures de l'enseignement, avec en 1877 l'introduction, à côté des cours magistraux tels qu'ils étaient dispensés depuis 1809, l'introduction de travaux dirigés et la création d'un corps de maîtres de conférences qui permet finalement un meilleur encadrement des étudiants. C'est dans cette perspective aussi
que vont se spécialiser les licences avec une licence S-lettres, de lettres, une licence d'histoire et ensuite une licence de langue. C'est également dans cette perspective que dans les années 80 est mis en place un DES, diplôme d'études supérieures, qui prolonge la licence et qui est l'ancêtre en quelque sorte du master actuel. Enfin, c'est aussi dans les années 80 que l'on commence à préparer aux agrégations, alors que jusqu'à présent, ça peut paraître tout à fait étonnant, les facultés ne préparaient pas aux agrégations. L'agrégation était préparée dans les écoles normales, mais n'était pas préparée dans les facultés, ce qui veut dire que les candidats à l'agrégation, on pense notamment aux régents de collège, qui sont les principaux candidats à ces agrégations, ces candidats devaient se préparer par eux-mêmes, ou alors suivre des cours généraux dans les facultés. Donc, premier élément dans la transformation des universités, des facultés plus exactement, cet élément structurel, je dirais, qui va conduire évidemment à l'accroissement du corps professoral et au nombre d'heures de cours. La deuxième réforme, c'est évidemment la reconstruction de la Sorbonne telle que vous la connaissez aujourd'hui. Elle a été décidée lors d'un conseil qui réunissait autour de Ferry notamment un certain nombre de personnalités du monde académique. La décision est prise en 1881 et la nouvelle Sorbonne va sortir progressivement de terre grâce à un partenariat entre la ville et l'État pour un coût total de 33 millions de francs. À l'époque, d'autres palais universitaires, comme on les nomme, sont construits en France, notamment à Lyon, par exemple. Il faut là aussi faire face, en quelque sorte, s'imposer par rapport aux universités allemandes. Le projet qui est retenu est celui de l'architecte Henri-Paul Nénaud. C'est celui que vous connaissez aujourd'hui, dont les principaux éléments visent à occuper l'ensemble du quadrilatère délimité par la rue Saint-Jacques, la rue Cujas, la rue de la Sorbonne et la rue des Écoles. On décide d'implanter au nord, c'est-à-dire sur la rue des Écoles, le palais académique, qui apparaît de ce fait comme le plus somptueux, avec le grand amphithéâtre que vous connaissez, des escaliers en marbre, les salons du rectorat qui sont encore aujourd'hui le lieu de résidence, en tout cas officiel, du recteur de Paris. Ces locaux, ces bâtiments sont inaugurés en 1889 à l'occasion du centenaire de la Révolution française, qui est là aussi tout un symbole et permet de rappeler que l'œuvre de la République, qui a instauré l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire, se prolonge aussi en direction de l'enseignement supérieur. Ensuite, le reste des bâtiments sera construit avec une bipartition entre lettres et sciences. Désormais, deux facultés occupent la Sorbonne, puisque depuis 1885, la faculté de théologie a dû disparaître, les républicains ayant décidé la suppression des facultés de théologie en France. Deux facultés, mais il faut ajouter aussi la présence de deux autres institutions au cœur de la Sorbonne à la fin du XIXe siècle. L'école pratique des hautes études, d'une part, fondée par Victor Duruy en 1868, et l'école des Chartes, d'autre part, qui auparavant était installée au palais de Soubise, aux Archives nationales, et qui intègre les locaux de la Sorbonne, où il se trouve toujours, pour combien de temps, c'est une autre affaire, où il se trouve toujours aujourd'hui. La nouvelle Sorbonne va se caractériser aussi par une bibliothèque extrêmement importante. C'est la deuxième bibliothèque de France, avec 600 000 volumes au début du XXe siècle. Une salle de doctorat qui est conçue comme telle et qui rend hommage, vous la voyez ici, c'est la salle Louis Liard au fondateur de la Sorbonne, Richelieu. D'autres amphithéâtres, l'amphithéâtre dit Richelieu, ici, l'amphithéâtre Guizot, Descartes, etc. C'est tout un ensemble de salles de cours, d'amphithéâtres, qui permet désormais d'accueillir
un nombre de professeurs de plus en plus important, une centaine à la fin du XIXe siècle, avec des noms qui illustrent les différentes facettes de la science française à l'époque. Le sociologue Durkheim, qui entre à la Sorbonne en 1906, le géographe Vidal de Lablache, le spécialiste de littérature Lançon, le mathématicien Henri Poincaré, et puis enfin, je terminerai par ce nom, puisqu'il est titulaire depuis 1886 de la chaire d'histoire de la Révolution française, Alphonse Hollard, qui va illustrer les études sur ce domaine dans la perspective, là encore, du centenaire de la Révolution française. Paris, à l'époque, et la faculté de la Sorbonne domine très largement les autres facultés françaises. C'est un phénomène qui va se prolonger au cours du XXe siècle. Le nombre d'étudiants reste néanmoins réduit. Je l'ai dit, environ 4 à 5 000 étudiants pour la faculté de la Sorbonne à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition de femmes qui sont notamment importantes au début du XXe siècle dans les disciplines littéraires. La Sorbonne, donc, au tournant des XIXe et XXe siècles, la Sorbonne est un établissement qui, incontestablement, a vu son audience s'accroître dans le monde académique. Les carrières de professeurs tendent vers la Sorbonne, qui devient, c'était moins vrai au début du XIXe siècle où le recrutement se faisait de façon un petit peu différente, mais les carrières s'orientent désormais vers la Sorbonne et la carrière type, de plus en plus, en tout cas dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est le passage par l'école normale supérieure. Près des 2 tiers des professeurs de la deuxième moitié du XIXe siècle sont passés par l'école normale supérieure. Un poste de maître de conférence, de professeur éventuellement en province, et la fin de carrière qui s'achève à Paris. Les carrières parisiennes étant aussi, il faut le rappeler, à cette époque, les traitements étant plus importants qu'ils ne le sont en province. Un professeur de faculté à Paris au début du XXe siècle touche un traitement d'environ 15 000 francs par an, ce qui le place au rang d'un haut fonctionnaire. Un professeur en province ne touchera que 10 à 11 000 francs, ce qui montre, là encore, le poids que représente la Sorbonne dans l'institution universitaire française. Dernier élément qu'il faut quand même souligner, puisque je parle du XIXe siècle, c'est l'échec du directeur des enseignements supérieurs, Louis Liard, de réformer encore une fois l'université en favorisant la création de pôles forts, de pôles importants, avec l'idée de regrouper les facultés en une institution unique et de créer ce que l'on appellerait aujourd'hui des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les fameux PRES, pour ceux qui sont un peu familiers des réalités universitaires. Actuellement, les choses sont en train de se faire. L'université de Strasbourg s'est regroupée, les 4 universités de Strasbourg se sont réunies. D'autres projets sont en gestation, y compris pour Paris. À l'époque, le projet n'a pas abouti, ou plus exactement, sous la pression des instances locales dans différentes régions françaises, on n'est pas parvenu à quelques grands pôles universitaires. On s'est contenté de réunir les facultés dans ce qui devient, à partir de 1895, les universités. C'est à partir de la fin du XIXe siècle que l'on appelle université le regroupement des facultés. Et à partir donc de 1895, on peut parler pour les facultés parisiennes d'une université de Paris, dont le symbole demeure la Sorbonne, même si toutes les facultés n'y sont pas présentes, dont le symbole demeure la Sorbonne, et je dirais que ce symbole s'est perpétué jusqu'à nos jours, puisque aujourd'hui encore, lorsque l'on veut manifester son mécontentement en matière d'une voie universitaire, on cherche à occuper la Sorbonne. C'est la seule manière de faire parler de soi dans les médias, et c'est sur ces quelques mots que je vais vous céder la parole pour d'éventuelles questions. Merci. Oui, dame. David avait eu son atelier
Alors, il a eu à un moment donné un atelier à la Sorbonne, mais l'essentiel de son atelier est à actuel musée de Cluny. Dans ce qui était à l'époque l'abbaye, oui, dans l'abbaye. Oui. Du projet de reconstruction de 1855, oui. de Beauvoyer, et son exécution de 80 à 89 seulement, quel genre de précision supplémentaire pourriez-vous nous donner sur les percements de la rue Saint-Jacques, de la rue des Écoles et les remodelages qui auraient été opérés sous l'égide d'Haussmann? Dans quelle mesure le bâti de la Sorbonne témoigne de l'œuvre haussmannienne? Alors, effectivement, la rue Saint-Jacques existait? La rue Saint-Jacques n'existait pas. Enfin, pas sous cette forme-là, elle n'était pas aussi large. Si vous voyez, par exemple, l'aile, alors attendez, on est nord, donc est, l'aile est de la Sorbonne ancienne arrivait au ras de ce qui est actuellement la galerie, dont j'oublie le nom, qui est cette grande galerie de la Sorbonne, qui est parallèle à la rue Saint-Jacques. Donc ça s'arrêtait là, et donc là on avait en fait une rue qui était... Bon, je suis pas un grand spécialiste de la voirie parisienne, mais effectivement il y a eu recomposition, remodelage de cet espace dès 1855, puisque le projet de 1855 prévoyait déjà d'aller jusqu'à la rue des Écoles et de faire... La rue Saint-Jacques, elle existe depuis toujours. Oui, elle existe depuis toujours, mais elle était plus étroite et elle était doublée d'une petite rue dont le nom m'échappe, qui était parallèle. Un peu comme la rue de la Sorbonne, si vous voulez, de l'autre côté. Mais est-ce que la Sorbonne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, donc a gagné sur... Elle a gagné, voilà, vers la rue des Écoles d'une part et vers la rue Saint-Jacques d'autre part. Où était le collège du Plessis? Alors il était en face de Louis le Grand, c'est-à-dire à peu près entre ces deux rues que j'évoque. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Alors c'était vraiment petit ou ça s'étendait? Ça, je ne peux pas vous dire jusqu'où allait l'occupation, mais apparemment ça n'était pas suffisamment grand pour accueillir l'ensemble des facultés. Donc j'imagine que ça devait représenter à peu près un tiers du haut de la Sorbonne actuelle. Vous avez évoqué également la nécessité d'être, pour les régents de collège, c'était les patrons des collèges, mais c'était le... Non, c'était le... Surveillant? Non, les régents, ce sont les assistants, des enseignants dans les collèges, mais qui n'ont pas le rang de professeur. Ah bon? Oui. Et qui sont en fait... Alors, pour enseigner dans les... On peut enseigner dans les collèges ou dans les lycées sans être agrégé. C'est un peu compliqué. En fait, il y a plusieurs statuts d'enseignants dans les collèges et dans les lycées, mais pour être agrégé, il fallait passer l'agrégation. Il fallait, dans la deuxième moitié du 19e siècle, passer l'agrégation. On pouvait aussi avoir été agrégé, c'est un peu compliqué, on pouvait avoir été agrégé sans avoir passé nécessairement l'agrégation. Dans la première moitié du siècle. La rue des Postes, c'est la rue Laumont actuelle. Donc, la rue des Postes, c'est la rue Laumont. Et le collège du Saint-Esprit, alors c'est là où sont les spirites? Oui, qui en fait ont réintégré ensuite les lieux. Mais qui à l'époque étaient... Alors, l'ordre des Spiritains a été, une histoire un peu complexe, a été supprimé par Napoléon, donc il n'avait plus d'existence légale à ce moment-là. Et est-ce que l'école normale supérieure n'a pas été aussi au Muséum d'histoire naturelle? Est-ce qu'on n'a pas les enseignements, c'est là où ils étaient regroupés au sein de cet amphithéâtre? Alors ça c'est la première école normale supérieure, c'est celle de l'an 3. Où les cours se donnaient au Muséum d'histoire naturelle. L'amphithéâtre, on a restauré. Voilà. Et
Ça, à l'an 3, il y en a eu un, et ensuite il y a eu d'autres. Oui, il y a eu 2 écoles normales supérieures. Il y a celle de l'an 3, donc 1795, et puis il y a celle de 1808, en réalité, qui s'installe en 1810, donc au collège du Plessis, puis ensuite va rue des Postes. Alors après, j'oublie, il y a une autre étape, et puis elle s'installera finalement dans les années 20, rue d'Ulm. C'était une volonté de Napoléon d'avoir des professeurs qui soient... Alors, l'objectif de Napoléon en créant l'école normale, c'est de créer un corps de professeurs de lycée, il s'est rendu compte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'est rendu compte que la réforme des lycées était incomplète et que les lycées n'avaient pas beaucoup de succès. Le gros problème de Napoléon, c'est que les lycées sont concurrencés par des écoles qu'on appelle secondaires, en fait, ecclésiastiques, ce sont des petits séminaires, où les notables envoient leurs fils, de préférence au lycée. Et donc, l'une des mesures qui est prise en 1808, c'est de renforcer la formation des professeurs et d'avoir un corps de professeurs qui soit formé pour cela. Mais ça ne suffira pas, ça ne sera qu'une partie de l'encadrement, parce qu'évidemment, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir aller dans tous les lycées. Après la suppression de faculté de théologie, Oui. qu'est-ce qui s'est passé alors pour l'enseignement Alors, la suppression des facultés de théologie est décidée en 1885, donc c'est valable pour l'ensemble de la France, il y en avait 7 ou 8 à ce moment-là. Rien, on considère, enfin, pas tout à fait, les républicains considèrent à ce moment-là que c'est un enseignement inutile, donc la théologie, elle sera enseignée dans les séminaires où elle l'était déjà pour les aspirants au sacerdoce, et par ailleurs, pour ce qui est d'un enseignement d'État, on considère que elle va être déléguée à l'école pratique des hautes études, ou au même moment est créée une section de sciences religieuses. Donc c'est la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, qui existe toujours, qui va prendre finalement le relais pour ce qui est d'un apprentissage non pas de la théologie, mais de sciences religieuses laïcisées, si on veut. Et on dit à l'instant que les écoles, pour les jeunes, enfin, c'était les séminaires, des petits séminaires. Non, j'ai dit que il y avait, à l'époque de Napoléon, et ça s'est poursuivi par la suite, il y avait à côté de l'enseignement qu'on ne va pas appeler un... À côté des lycées, il y avait des écoles, ce qu'on appelait à l'époque des écoles secondaires ecclésiastiques, qu'on appelle aussi petits séminaires, mais le terme est peu utilisé à ce moment-là, qui reçoivent des élèves provenant en général des milieux de notables, parce que de toute manière, tout ce monde qui va dans les lycées ou dans les collèges, ce sont des fils de la bourgeoisie ou de la noblesse, hein, pour l'essentiel. De la même façon, je ne l'ai pas dit que dans les facultés, il y a très peu de fils ou d'enfants, de fils de milieux populaires. Les études sont payantes. Donc ces petits séminaires vont continuer d'exister. Alors Napoléon va tenter de les réduire en 1811, mais finalement ils continuent d'exister, et on a un double système de formation dans la première moitié du XIXe siècle, des lycées et collèges d'une part, des petits séminaires, et à partir de 1850, ça se complique avec la loi Fallou qui introduit la liberté de l'enseignement secondaire, puisque les petits séminaires sont également complétés par des collèges catholiques, pour l'essentiel, qui peuvent librement organiser leur enseignement parallèlement aux lycées impériaux, d'État. Et les collèges, c'était sur une initiative municipale. Voilà. Et quelle était la grande différence, entre les lycées et les collèges? C'était les mêmes programmes, il y avait des programmes plus accentués dans les lycées. Est-ce qu'il y avait une liberté un peu dans les collèges pour adapter l'enseignement à telle ou telle région? Non, c'est en grande partie, ce sont les mêmes programmes, puisque l'objectif, théoriquement, c'est de conduire ces jeunes enfants, ces jeunes élèves au baccalauréat. Donc le programme, c'est celui du baccalauréat qui va conditionner la formation. La différence principale, c'est qu'il y a plus de professeurs dans les lycées, l'encadrement est de ce fait meilleur, et que c'est dans les lycées, ça c'est la différence principale, c'est dans les lycées qu'on prépare aux grandes écoles. Donc il y a... mais sinon,
fondamentalement, la formation n'est pas très différente. Parce que comme les lycées avaient été faits surtout par Napoléon, pour avoir des futurs officiers, donc il y avait quand même peut-être une orientation. C'est pour ça que je vous posais la question. Alors, à l'époque napoléonienne, c'est vrai que les lycées sont relativement militarisés. C'est la fameuse formule de Vigny, on vivait au son des tambours. Et c'est vrai qu'à la fin de l'Empire en particulier, Napoléon puise directement dans les effectifs des lycées pour composer son armée et recruter des sous-officiers, éventuellement officiers. Mais son objectif, c'était aussi d'avoir des fonctionnaires. On forme des futurs administrateurs, l'élite de la nation sur le plan militaire comme sur le plan civil. Et il y a un système, par ailleurs, c'est aussi une des différences, un système de bourse, puisque dans les lycées, il y a ce qu'on appelle des pensionnaires qui, en fait, touchent une pension de l'État pour pouvoir étudier. Quand vous parlez de professeurs de littérature étrangère, Oui. c'est latin grec ou... Non, c'est les littératures européennes en particulier. Fauriel s'est intéressé aux littératures scandinaves, germaniques. Ozanam était lui plus spécialisé du côté des littératures italiennes, mais c'était les littératures étrangères. Donc c'est une nouveauté puisque justement à côté du grec, du latin, de la littérature française, il y a cette ouverture vers d'autres espaces. Vous aurez noté qu'il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas de chaire de langues étrangères qui interviendront plus tard. Villemin que vous avez évoqué, c'était l'art et la littérature de l'expression orale. Oui, c'était l'éloquence, c'est-à-dire la rhétorique, finalement. C'est aussi pour ça qu'il avait du succès, parce qu'on venait l'écouter. Eh bien, nous allons remercier vivement Monsieur Boudon de nous avoir ainsi ouvert à toutes ces questions d'enseignement du XIXe siècle, au-delà même de la Sorbonne. Et nous allons le remercier vivement d'être venu nous parler ce soir.